Bon, l'information plus traditionnelle avec le retour de Cécile Collère et Jacques Paris. Je vous propose de les écouter, ce que disait Madame Collère et ce que disait Monsieur Paris. Où nous avons vécu l'horreur quotidienne, où nous avons vécu l'arbitraire permanent. Voilà, donc nous mesurons à quel point nous l'avons entre guillemets échappé belle, puisque ça aurait pu être encore bien pire que ce que nous avons vécu, bien plus long. Donc nous voulons remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées. Et enfin, je tiens à dire à quel point nous avons été accueillis chaleureusement à l'ambassade de France pendant 5 mois, à quel point la présence des personnels auprès de nous a été réconfortante, nous a permis de sortir de cette épreuve la tête haute. Le message que j'ai envie de transmettre est un message d'espoir, parce que nous avons gardé espoir jusqu'au bout et aujourd'hui nous sommes là pour vous parler. Nous étions des otages d'État. Nous avons été traités dans des conditions extrêmement difficiles. On peut même dire que nos conditions de détention étaient inhumaines. Si vous voulez retenir quelque chose, dites que nous étions à la prison d'Evin, qui est le centre de répression principal en Iran, mais dans la prison d'Evin, nous étions enfermés pendant 3 ans et demi au centre d'interrogatoire où le régime est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile, où vous n'avez aucun droit. Nous n'avons pas eu le droit de choisir nos défenseurs. Nous n'avions des contacts avec notre famille que de manière épisodique et extrêmement brève. Nous étions sous menace permanente. Nous n'avions pas le droit de lire, pas le droit d'écrire. Dès que nous sortions de notre cellule, nous avions les yeux bandés. Ceci pour vous donner une idée du régime qui nous a été imposé. Nous sommes d'autant plus reconnaissants à toute l'aide qui nous a été apportée, comme l'a dit Cécile, à tous les niveaux de l'État, nos familles et tous ceux qui, dans le pays, se sont mobilisés pour nous. Évidemment, l'un des objectifs, sans doute, était de nous briser, de nous casser, de nous ôter toute énergie, toute capacité à expliquer même ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous pouvons vous dire que pour nous, c'est un nouveau départ. Nous ne sommes pas brisés. Nous allons témoigner, nous allons expliquer et nous allons profiter de la vie et renouer avec tous nos proches, nos familles et aller de l'avant. Vive la vie. Vive la vie. Pascal Garbarini, au-delà du message politique, vous qui êtes en contact avec ces gens parfois qui sont emprisonnés, on est surpris de ce que l'homme est capable de supporter. Est-ce que l'avocat que vous êtes est parfois vous-même surpris lorsque vous voyez un de vos clients entrer en prison, soit positivement parce qu'il résiste mieux que vous l'imaginiez, ou soit au contraire négativement? En fait, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, ça dépend vraiment de la personne. Moi, j'ai vu des personnes qui, dehors, lorsqu'ils étaient libres, eh bien, avaient une vraie posture, avaient une vraie stature, et on pensait qu'ils étaient très forts. Et puis, en revanche, en prison, c'est toujours ce que je dis, c'est que vous savez, en prison, c'est lorsque la porte se ferme et que vous êtes seul avec les 4 murs. Hein. Mais vous n'êtes pas étonné par ce témoignage, Richard Millet, de cet homme après l'enfer et cette femme qui paraît savoir supporter l'indicible? Oui, et je me demande comment ils ont pu le supporter. Pour une raison très simple, c'est qu'ils viennent de le dire, on n'avait pas le droit d'écrire ni de lire. Or, pendant 3 ans, si vous vous souvenez que Jean-Paul Kaufmann, lui aussi a été prisonnier du Hezbollah pendant 3 ans, le Hezbollah lui avait fait passer une Bible et le 2e volume ou le 1er volume de Guerre et Paix. Et il en était réduit à imaginer la suite de Guerre et Paix. Vous voyez, au moins il avait de quoi lire. Là, sans lire, dans une prison où, comme le disait un précédent otage qui a été libéré, on entendait pleurer les condamnés à mort, qui étaient pendus à l'aube. Et ça, je me demande comment ils ont fait pour supporter ça. Mais Pascal Garbarini. Lorsque j'ai défendu les otages en Syrie et que je défendais Édouard Elias dans l'affaire Nemouche, où il a été condamné à perpétuité, moi j'avais été, d'ailleurs j'avais les larmes aux yeux à l'audience, lorsque ces otages sont venus témoigner à la barre de ce qu'ils avaient vécu. Et là,
tu te dis, c'est horrible en fait. Et là aussi c'est pareil, puisqu'ils entendaient dans la salle de torture qui était juste à côté. Et donc, ils étaient bandés, les yeux bandés, et lorsque la porte s'ouvrait, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir, parce qu'on leur mettait une Kalachnikov sur la tête, avec Didier François, etc. Mais je ne sais pas, ils sont restés en 14 mois, je ne sais pas comment ils ont tenu, sachant qu'en même temps, ils apprenaient qu'il y avait des otages américains qui avaient été décapités. Donc la force, et là on le voit, ce qui compte, c'est la solidarité entre eux. Hein. Ils étaient frères de sang, hein, vraiment. Non, mais l'homme, à chaque fois on se fait la même réflexion, l'homme est capable de supporter des choses absolument incroyables. D'ailleurs, lorsque la fameuse prison en Syrie a été ouverte, j'avais lu un long papier dans le Figaro, ce qu'avaient enduré ces hommes pendant des années était invraisemblable. Bon, est-ce qu'on a des coulisses sur la libération, Thomas Baudet? Et on écoutera tout à l'heure l'ambassadeur de France en Iran. Oui, alors justement, l'ambassadeur de France en Iran a quitté l'ambassade également en même temps qu'eux, en voiture. Ils sont allés jusqu'en Azerbaïdjan. Et pour l'instant, donc, il n'est pas retourné à l'ambassade de France en Iran. Et la question qu'on peut légitimement se poser, c'est dans quelle mesure la présence de nos 2 otages en Iran conditionnait notre position diplomatique aussi vis-à-vis du régime? Maintenant qu'ils sont libérés, est-ce que ça change totalement la donne? Il y a eu un échange, visiblement. Il y a eu un écéchange avec le président iranien, entre Emmanuel Macron et le président il y a eu un échange aussi avec une jeune femme. Évidemment, il y avait une Iranienne qui avait été condamnée pour apologie du terrorisme, qui a été assignée à résidence et qui va désormais faire ses valises pour retourner en Iran. Alors, il était ce matin chez nos confrères d'RTL. Pierre Cochard, c'est l'ambassadeur de France en Israël. Écoutons-le. Le feu vert, il a été en plusieurs étapes, mais l'élément important, c'était la conversation du ministre avec son homologue Araghchi dimanche, dans lequel la volonté de tourner la page et d'aboutir a été clairement exprimée. Ensuite, il a fallu la mettre en œuvre. C'est toujours compliqué, bien sûr, lorsqu'on discute de la mise en œuvre d'une décision comme celle-ci. Mais c'est vous qui avez discuté pour la mise en œuvre. Oui, on a discuté avec des interlocuteurs, pour certains, qui ont dû mourir entre-temps, non? Alors, pas ceux avec lesquels on parlait ces derniers jours, mais bien sûr, ça a été le cas de certains de nos interlocuteurs. Donc voilà, on a concrétisé cette décision. On a eu le feu vert vraiment complet pour partir la veille même de notre départ. Pierre Cochard, l'ambassadeur de France en Israël. En Iran. Je le dis 2 fois en plus. En Iran. Et je vous propose bien sûr, on a eu des nouvelles, on les a vues et ils ont l'air de bien aller, mais il est revenu également sur l'état de santé de monsieur Paris et de madame Koller. Ils vont bien parce qu'ils ont eu une volonté de faire pendant cette période. Donc ils n'ont pas cédé aux pressions, ils n'ont pas cédé non plus à ce qu'implique la détention, ils ont fait du sport en cellule, ils ont toujours voulu tenir, et ils ont tenu. Donc ils vont bien, aussi bien et beaucoup mieux qu'on pouvait le craindre après, notamment que je les ai rencontrés à la prison d'Evin. Je crois que ça s'est senti hier lorsqu'ils se sont exprimés. Ils sont toujours combatifs et ils ont la volonté de reprendre une vie normale. Les images de cette libération, Joachim Le Floch, on a là des otages qui, enfin, après des années épouvantables, échappent à l'arbitraire du pouvoir iranien. Mais il faut aussi avoir une pensée ce matin à tous ceux qui n'y échapperont pas à cet arbitraire. Je pense à tous ces civils qui ont été massacrés, à toutes ces familles qui, depuis 1979, subissent une violence qui n'est en rien accidentelle, mais qui est purement structurelle, puisque ce régime ne peut survivre qu'en tuant, qu'en torturant et qu'en emprisonnant. On ne le dira jamais assez, beaucoup l'oublient en France. Eh ben, on ne l'oublie pas, justement, et on l'oublie si peu qu'on va ouvrir maintenant le dossier iranien et écouter peut-être J.D. Vance, puisque les Iraniens, le cessez-le-feu a priori ne concerne pas les Israéliens. Il y a des frappes qui ont eu lieu hier au Liban, frappes des Israéliens. Et J.D. Vance, là-dessus, s'est exprimé. Comme Donald Trump s'est exprimé, tous les navires aéronefs et militaires américains, ainsi que les munitions, armements et tout autre matériel nécessaire à la poursuite et à la destruction létale d'un ennemi déjà considérablement affaibli, resteront en Iran et dans ses environs jusqu'à ce que le véritable accord conclu soit pleinement respecté, a-t-il dit ces dernières heures. Emmanuel Macron, lui, a tweeté « Je viens de m'entretenir avec le président libanais Joseph Aoun ainsi qu'avec le Premier ministre Salam. Je leur ai exprimé la pleine solidarité de la France face aux frappes indiscriminées menées par Israël au Liban aujourd'hui qui ont fait de très nombreuses victimes civiles. Nous les condamnons avec la plus grande fermeté. » Richard Millet, je vous vois réagir. J'ai peine à croire que ce soit des frappes indiscriminées. C'est un scandale de dire ça. Comme si Israël était un assassin qui tire n'importe où au Liban. Il se trouve que le Hezbollah, qui depuis 45 ans a truffé le Liban de tunnels, de caches, etc., dans tout le pays,
est en train de faire une politique d'occupation des quartiers chrétiens, des villages chrétiens, justement pour se mettre à l'abri. Or, Israël essaie de se débarrasser de ces personnes du Hezbollah, et parfois il y a des dommages, comme on dit, collatéraux. Hier, il y a eu 220 morts et je crois 1000 blessés. Mais c'est vrai que la phrase du président de la République, ces phrases menacent directement la pérennité du cessez-le-feu qui vient d'être conclu. Une nouvelle fois, Emmanuel Macron, vis-à-vis d'Israël, prend une position qui sera, interprétée comme une défiance d'Israël. C'est dans la continuité, en effet, de ces prises de position. Après, je ne maîtrise pas assez, en effet, les frappes telles qu'elles sont menées par l'armée israélienne. Et vous entendez ces critiques qui émanent désormais d'un certain nombre d'acteurs du dossier qui disent que le cessez-le-feu est si fragile que ces frappes intenses à quelques heures après la mise en application du cessez-le-feu, évidemment, c'est de nature à peut-être mettre en péril ce cessez-le-feu. Le cessez-le-feu ne concerne pas Israël et c'est ce qu'a dit J.D. Vance. Écoutez-le, J.D. Vance, vice-président des États-Unis. Je pense que les Iraniens croyaient que le cessez-le-feu s'étendait au Liban, alors que ce n'était pas le cas. Nous n'avons jamais laissé entendre que ce serait le cas. Ce que nous avons dit, c'est que le cessez-le-feu concernait principalement l'Iran et les alliés des États-Unis, à savoir Israël et les États arabes du Golfe. Cela dit, d'après ce que j'ai compris encore une fois, je suis censé recevoir un rapport plus complet lorsque je monterai dans l'avion. Les Israéliens ont en fait proposé de faire preuve d'une certaine retenue au Liban, car ils veulent s'assurer que nos négociations aboutissent. Et en parallèle, je vous propose d'écouter la réaction de Benjamin Netanyahou. Comme vous le savez, un cessez-le-feu temporaire entre les États-Unis et l'Iran est entré en vigueur, en pleine coordination avec Israël. Non, nous n'avons pas été pris de court au dernier moment. Je veux maintenant souligner que ce n'est pas la fin de la campagne, mais une étape sur la voie qui nous mènera à la réalisation de tous nos objectifs. Je ne sais pas si on... Richard Millet. Le gouvernement libanais a voté une loi ordonnant au Hezbollah de rendre ses armes. Bien sûr, il ne l'a pas fait. Vous avez une organisation terroriste qui est plus puissante que l'armée libanaise elle-même. Donc comment voulez-vous que les Israéliens... C'est un peu comme s'ils avaient l'Iran à leur porte. Donc c'est normal qu'ils se défendent et qu'ils attaquent et qu'ils essaient de nettoyer. Avec l'assentiment secret de presque toute la population libanaise, y compris des chiites, de la rue qui en ont par-dessus la tête d'être bombardés. Alors comment vous expliquez la position d'Emmanuel Macron ? C'est comme reconnaître la Palestine. On ne sait pas très bien. Il navigue à vue entre... Il essaie de ménager certains régimes arabes. Voilà. Il a des canaux de discussion avec le Hezbollah. On sait qu'il y a eu dans la diplomatie française, il y avait parfois eu des discussions, des canaux de discussion. Quel est son intérêt ? Sur le Liban, il essaye d'être très impliqué sur le dossier avec des réussites très très modérées. Je suis là en dessous de la réalité, donc je pense qu'il est encore dans cette tentative un peu d'être le médiateur. Juste un mot sur le contexte, parce qu'on a entendu J.D. Vance prendre la parole. C'est lui désormais qui est en tête des États-Unis pour les négociations. C'est lui qui va aller à Islamabad. J.D. Vance, on sait, c'est le moins va-t-en-guerre de l'administration Trump. C'est plutôt de ceux qui ont essayé de dissuader Trump d'y aller. Et à ce sujet, il y a un article du New York Times qui est en train de secouer un peu la sphère politique américaine. C'est-à-dire que vous avez la description de comment Trump est entré en guerre. Et visiblement, il aurait suivi les recommandations des autorités israéliennes contre l'avis d'un certain nombre de son entourage, dont J.D. Vance. Et ce qui est intéressant, plus que l'article en lui-même, c'est le fait qu'il y ait des fuites à ce niveau-là dans l'administration américaine. Ça montre que tout le monde n'est pas raccord sur ce qui est en train de se passer. Et quand J.D. Vance dit « je comprends que l'armée israélienne va faire preuve de retenue », en fait, presque il les invite à faire preuve de retenue en disant ce qu'il dit. Maï-Hélène Trémollet, vous voulez ajouter quelque chose ? Je voulais revenir sur ce que vous disiez sur Emmanuel Macron qui navigue à vue. Au-delà du Liban, il y a le concept en même temps, la volonté d'exister sur ce dossier. C'est compliqué pour Emmanuel Macron depuis un mois. On rappelle qu'il n'avait pas du tout été tenu au courant de la première offensive des États-Unis et que depuis, il y a aussi une volonté de s'imposer comme un médiateur dans le conflit dans la région et que c'est difficile pour lui puisqu'il est laissé de côté par les deux camps. Mais le positionnement de Joachim Le Floch, on pourrait qualifier en effet de plus modéré, de moins va-t-en-guerre, pour parler vite, s'explique par des considérations personnelles. Il a toujours été sur ces lignes, mais aussi par des enjeux de politique intérieure. Il y a le besoin de parler à une large partie de l'électorat républicain, mais de toute l'opinion américaine, puisqu'il y a à peu près qu'un tiers des Américains qui soutiennent la prolongation de la guerre. 4 en tout cas au début, et les midterms arrivent dans quelques mois. Donc pour Donald Trump, ça va être... Et puis il y a les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Il aimerait se débarrasser de ce boulet avant. Bon, oui, Richard Millet. Excusez-moi. Est-ce que vous savez que Trump a un gendre libanais ? Le mari d'une de ses filles, Tiffany Trump, est d'origine libanaise. Donc, parfaitement renseigné sur le sujet.
Écoutez Robert Ménard qui parlait de Donald Trump précisément ce matin avec Laurence Ferrari. Je ne suis pas sûr que M. Trump soit le gagnant. Moi, j'hésite entre il se fout de nous ou il est cinglé de temps en temps. Honnêtement, j'en suis à ce point-là, tant je trouve ça sidérant. Vous arrivez à le prendre au sérieux, vous? Moi, non. C'est le président des États-Unis élu sauf qu'il est démocratiquement. président. Voilà. Donc ça, c'est indéniable. Il est président des États-Unis, il est président de la plus grande puissance du monde, et il est un type aussi dangereux. Bon, avant de rejoindre nos amis d'Europe 1, je voulais vous parler de Jean-Marc Dumontet, qui est le producteur de Monsieur Canteloup. Parce que moi, je regarde jamais Canteloup, mais tous les soirs, paraît-il, je ne regarde jamais parce que je suis à l'antenne maintenant, tous les soirs, Monsieur Canteloup nous fait passer pour des racistes, tous les soirs, sur l'antenne de TF1. Donc, et tous les soirs, Monsieur Dumontet, donc qui est le producteur. Alors, il se sert de Canteloup parce qu'il est très remonté, manifestement, Monsieur Dumontet, contre le Journal du Dimanche, contre CNews. On peut voir son visage d'ailleurs parce que effectivement, c'est pas un homme, il ne paraît pas très serein forcément. Et il nous attaque. Alors, bien sûr, tous les soirs, c'est répétitif. Alors, je ne sais pas si c'est drôle ou pas drôle. Je ne sais pas si vous le... Les peu de fois où j'ai regardé, c'était pas drôle. Et ça m'a Alors, je sais que ça va s'arrêter parce que TF1 a arrêté le contrat parce qu'ils ne sont pas du tout contents de lui, paraît-il, et donc de M. Canteloup. Alors, hier soir, c'était Marine Le Pen, Éric Ciotti, Éric Zemmour, Jean-Philippe Tanguy. Les cibles sont toujours les mêmes. Alors, je crois qu'il est producteur de spectacles. Il a quelques théâtres, M. Dumontet. Oui. C'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait neutre par ailleurs. Il a quand même été conseiller culture d'Emmanuel Macron. C'est un soutien de longue date. On a aussi des gens qui sont en train de perdre la bataille du récit et qui attaquent CNews. Oui, alors bon... Des mauvais perdants d'une certaine manière. Tout le monde le connaît un peu dans Paris. C'est vrai que c'est pas... c'est pas un phare de la pensée, Monsieur Dumontet. Tout le monde le sait plus ou moins. Mais bon, comme il nous attaque régulièrement et qu'il se sert en plus de Nicolas Canteloup, nous on va en parler aussi, comme ça. Chaque fois qu'il en parle, on en parlera. On lui dira bonjour, on lui fera un petit coucou à Monsieur Dumontet. Donc voilà. Mais faut lui pardonner. Faut pardonner les offenses. Exactement comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.